Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour le 20h de la télévision du Burkina. Au menu de ce journal, la réunion des dirigeants ouest-africains à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire sur la situation au Mali et en Guinée-Bissau. Le 42e sommet ordinaire de la CEDEAO a aussi parlé intégration et interconnexion. Le Gabon à l'honneur au 23e FESPACO, spécial hommage au cinéma gabonais qui a 50 ans. Notre invité ce soir est le ministre de l'économie numérique, de la communication et des postes pour parler de ce rendez-vous du 7e africain à Ouagadougou. Et puis le pape Benoît XVI a renoncé officiellement à toutes ses charges pontificales ce jour. Il a fait tout à l'heure un dernier salut aux fidèles avant de se retirer à la résidence d'été des papes après avoir promis aux cardinaux son obéissance inconditionnelle à son successeur. Bienvenue à tous à ce journal et merci de votre attention. Le président du Faso est rentré cet après-midi de Yamoussoukro où il a pris part au 42e sommet ordinaire de la CEDEAO. Le problème malien et la situation qui prévaut en Guinée-Bissau, mais aussi l'examen du rapport annuel 2012 et l'élection du président en exercice de la conférence des chefs d'État ont été les points à l'ordre du jour de cette réunion. Au micro de nos envoyés spéciaux Alassane Zéo et Hassan Evaris Kaboré, le ministre des Affaires étrangères du Burkina a fait le point des travaux. Il s'agit d'abord d'un sommet ordinaire de la CEDEAO et évidemment en tant qu'organisation chargée de promouvoir et de réaliser l'intégration sous-régionale, un certain nombre de grands projets intégrateurs ont été examinés et adoptés par les chefs d'État. Il s'agit en particulier des projets relatifs à l'énergie et au transport. Vous savez que depuis que le président Kadri Désiré Ouédraogo est en charge de notre organisation, il s'est attelé à mettre en œuvre ces projets-là et il en a fait le compte-rendu au chef d'État. Il a également été question aussi du dialogue avec nos partenaires de l'Union européenne et de ce point de vue, l'APE a été passé en revue. 2 pays de la sous-région ont déjà signé avec l'Union européenne, mais il est bon que l'ensemble des pays de la communauté ouest-africaine puissent, dans une seule dynamique, aller en partenariat avec les Européens. Bien entendu, les questions relatives à la paix et à la sécurité dans notre sous-région ont été examinées, en particulier la question du Mali et de la Guinée-Bissau. Des décisions ont été prises évidemment pour que les forces de la MISMA qui sont en train de se déployer puissent augmenter en effectif et puissent surtout faire face à au nouveau type de menaces que nous connaissons aujourd'hui, à savoir les actes terroristes, les harcèlements, les embuscades et autres enlèvements. La lutte contre le phénomène du terrorisme est une lutte de très longue durée et dans ce sens, le Conseil a aussi proposé à la conférence des chefs d'État que soit adopté un plan global de lutte contre le terrorisme. Alors, le président Alassane Dramane Ouattara a été reconduit dans ses fonctions de président en exercice de la CEDEAO pour une nouvelle année. Le Nigeria a été désigné comme le candidat de l'Afrique de l'Ouest pour le Conseil de sécurité des Nations Unies à compter de l'année prochaine. Et puis aussi, le Ghana a été appelé à désigner le candidat qui va succéder à M. Chambas au niveau des Caraïbes pour compléter son mandat à 2 ans. La médiation du président Blaise Compaoré continue, évidemment. Les chefs d'État se sont félicités de ce qui a été fait jusque-là. Il faut dire que par rapport aux 2 aspects de la crise, il y a eu des avancées notables. Le premier aspect, l'aspect institutionnel, a connu la mise en place effective des institutions selon l'accord cadre du 6 avril. Les chefs d'État ont souhaité que, à présent, les modalités de la transition soient bien définies et que cette transition soit menée jusqu'à son terme sans encombre.
Et hier, après l'ouverture des travaux dans la salle des conférences de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont retrouvés à huis clos pour examiner le rapport du président de la Commission, mais aussi traiter des problèmes maliens et bissau-guinéens. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Alassane Zéo, Arsène Évariste Kaboré. Malgré une bonne perspective de croissance, 6,9 en 2012 contre 5,9 en 2011, la sous-région ouest africaine est en difficulté depuis quelques années. Pendant que des efforts sont déployés pour stabiliser la Guinée-Bissau, voici le Mali qui bascule dans la guerre avec l'occupation de sa partie nord par des groupes terroristes. À l'ouverture du sommet, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, Alassane Dramane Ouattara, a donné le ton. Vous en conviendrez, la paix et la stabilité sont indispensables pour tirer les dividendes de nos sacrifices et poursuivre l'œuvre de construction communautaire. C'est pourquoi nous sommes restés mobilisés depuis maintenant 11 mois pour rétablir la paix et restaurer l'ordre constitutionnel dans les deux pays frères que sont le Mali et la Guinée-Bissau. L'évolution actuelle de ces deux crises nécessite que nous nous penchions sur l'examen d'un certain nombre de préoccupations afin de consolider leur règlement. Évoquant lui aussi les problèmes maliens et bissau-guinéens, le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, n'a pas manqué de rappeler aux chefs d'État et de gouvernement les engagements pris en matière de respect des échéances électorales et l'atteinte des OMD, entre autres. Sur la dizaine de chefs d'État qui ont pris part à ce sommet, 2 étaient des invités spéciaux en raison de leur contribution dans la gestion de la crise malienne. Il s'agit de Pierre Nkurunziza du Burundi et Idriss Déby Itno du Tchad. Avec une troupe forte de 2000 soldats environ au Mali, Idriss Déby Itno a fait savoir que l'heure était grave. Tout en notant que l'heure est grave, car le Mali est menacé dans ses fondements, je voudrais m'adresser aux autorités de transition, aux leaders politiques, à la société civile et aux soldats, dignitaires religieux du Mali, de se surpasser et de faire taire les dissensions internes en privilégiant le dialogue et d'en favoriser les conditions permettant d'une réconciliation nationale. À mon frère Diokounda Traoré, dont la détermination est connue, je voudrais lui redire notre soutien. C'est une vocation de choisir le métier des armes. À vous, mes frères d'armes militaires maliens, votre place est au front pour accomplir la mission qui est la vôtre, c'est-à-dire de défendre la souveraineté et l'intégrité du Mali. Nous vous attendons dans le nord, à la lisière de la frontière de l'Algérie, pour nous rejoindre. À l'issue de l'ouverture, les chefs d'État se sont retrouvés pour une session à huis clos où ils ont examiné le rapport annuel 2012 du président de la commission de la CEDEAO, la situation au Mali et celle en Guinée-Bissau, entre autres. Voilà, nous reviendrons sur d'autres aspects de ce sommet au cours de nos prochaines éditions. Nous revenons à Ouagadougou donc pour parler de la gouvernance, du Centre pour la gouvernance démocratique qui donne le verdict de son observation des élections du 2 décembre dernier au Burkina Faso. Le CGD, qui a relevé des irrégularités et des problèmes organisationnels, note que les élections ont été relativement satisfaisantes avec un scrutin pacifique. Moumouni Soubega.
De l'avis du Centre pour la gouvernance démocratique, CGD, les élections du 2 décembre 2012 ont été relativement bonnes dans leur ensemble. Le CGD a surtout salué le caractère pacifique de ces élections et la forte participation citoyenne au scrutin. Cependant, tout n'a pas été rose aux yeux des organisations de la société civile. De l'enrôlement au scrutin, en passant par les phases de campagne, des insuffisances ont été relevées. Beaucoup n'arrivaient pas à convaincre l'électorat avec une cohérence de leurs propositions. Cohérence liée à la question idéologique et aux propositions politiques. Nous avons également noté la participation des chefs coutumiers dans les activités partisanes, notamment les meetings des partis politiques, ce qui nous amène à rappeler un constat que nous faisons depuis le début, à savoir que l'implication des chefs coutumiers provoque un certain déséquilibre entre les forces politiques. Le point essentiel également que nous avons pu noter, c'est celui de l'existence d'une pré-campagne pendant laquelle on constate que certains acteurs politiques s'adonnent à des activités politiques sans que cela ne soit légiféré et ne soit organisé par les textes. Le CGD déplore également le manque de professionnalisme de certains agents électoraux, des cas d'intimidation, des fraudes ou encore l'absence des bulletins de vote de certains partis politiques par endroit. Et au regard de ces manquements, il recommande entre autres l'implication des observateurs et des organisations de la société civile dans tout le processus. Il s'agit donc de voir dans quelle mesure on pourrait s'assurer que pour les prochaines élections, les observateurs donc puissent jouer un rôle important pour ce processus-là, pour qu'en tant que tel, la partie sur la période, la campagne électorale, la partie concernant l'élection en tant que telle et la gestion des résultats puissent avoir, j'allais dire, un appui et un suivi des organisations de la société civile et des observateurs pour assurer plus de transparence. À travers ces observations, le CGD entend contribuer à l'amélioration du processus électoral et la démocratie au Burkina. Et pour cela, il espère que les recommandations formulées seront prises en compte des scrutins à venir. Voilà, nous restons dans le même registre pour ce communiqué émanant du Conseil d'État, un communiqué à tout responsable de parti ayant pris part aux élections municipales des 2 décembre 2012 et 17 février 2013, à tout citoyen. Le premier président du Conseil d'État informe tous les responsables des partis politiques suscités et les citoyens que le Conseil d'État procédera à la proclamation des résultats définitifs des élections municipales complémentaires du 17 février 2013 et des résultats définitifs des communes dans lesquelles ces élections complémentaires se sont déroulées le vendredi 1er mars 2013 à 10 h dans la salle d'audience de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Voilà, c'est un communiqué signé donc de M. Venin Ouedraogo. Suite de ce journal, et puis à présent, les nouvelles du FESPACO. Voilà la page FESPACO de ce journal que nous ouvrons avec cette audience que le président du FASO a accordée tout à l'heure au ministre français délégué à la francophonie. Yamina Benguigui, présente à Ouagadougou dans le cadre du FESPACO, est allée parler avec Blaise Compaoré des actions de la francophonie en faveur du cinéma africain, entre autres. Écoutons la ministre française à sa sortie d'audience au micro de Yacouba Goro. L'importance de ce festival dans ce qu'il dit, dans ce qu'il apporte et dans ce que dit l'Afrique aujourd'hui, par un média qui est le cinéma, qui est un média culturel important, un média d'influence important, et aussi nous avons beaucoup à entendre l'Afrique par son expression cinématographique. Donc le FESPACO a une place tout à fait singulière dans le monde du cinéma. Le FESPACO est un lieu qui a décolonisé les imaginaires dès 1969. Il nous a donné à voir et à entendre, et puis à espérer aussi. Je fais partie d'une génération
qui a vu et entendu des cinéastes comme Ousmane Sembène, des gens comme Lakhdar Amina qui nous ont donné l'envie aussi de nous engager, parce que c'est bien d'un cinéma engagé dont on parle, de nous engager avec cette expression-là. Et puis nous avons aussi abordé la francophonie, l'importance de la francophonie, de cet espace de 77 pays, de 220 millions de locuteurs qui partagent la même langue. Nous serons en 2050 plus de 800 millions, dont 80% en Afrique. Donc la langue française est bien aussi une langue africaine. La France s'est débarrassée des oripeaux du colonialisme et aujourd'hui, avec la présidence de François Hollande, il y a une volonté radicale d'avoir un nouveau regard sur l'Afrique. Une Afrique à hauteur d'homme, une Afrique, il l'a prouvé récemment, égalitaire et solidaire. Et avant cela, c'est Luc Adolphe Tiao qui a eu un entretien avec Madame Yamina Benguigui. Ils ont également parlé de la production cinématographique et surtout du soutien de l'OIF à la promotion du 7e art africain. Salinana. La 23e édition du FESPACO, l'Organisation internationale de la francophonie, a signé un accord de plus de 230 000 € pour la formation pour 7 pays africains et 8 instituts de formation, dont Imagine et ISIS du Burkina. Ma présence est là aussi pour dire l'importance du cinéma, pour dire l'importance du FESPACO, de ce que ça représente sur la scène internationale. C'est une expression qui est capitale depuis fin des années 60 à aujourd'hui, même si le FESPACO a rencontré de nombreux problèmes. Il reste cette place incontournable pour entendre l'Afrique. L'OIF accorde une place importante au cinéma et au FESPACO et présente à Ouagadougou dans le cadre de cette biennale du cinéma africain. La ministre déléguée à la francophonie s'est entretenue avec le Premier ministre sur les questions liées à la production cinématographique. Il a été question de l'importance du cinéma, de comment on pouvait imaginer à nouveau les différents axes de la production cinématographique, aussi bien la diffusion, la numérisation et la production. Nous avons aussi parlé beaucoup de la production du cinéma d'animation. On a vraiment parlé du cinéma aussi bien de l'importance culturelle et de l'importance économique. Cela fait plus d'une trentaine d'années que l'Organisation internationale de la francophonie s'est engagée à soutenir le cinéma africain et à développer des initiatives pour la formation dans les métiers du cinéma. Et l'Organisation internationale de la francophonie qui réaffirme son engagement à accompagner le cinéma et l'audiovisuel avec une attention particulière pour les plus jeunes professionnels. C'est le bilan d'une quarantaine d'années d'action qui conforte l'OIF dans sa position. Des engagements qui ont été pris lors d'une conférence qu'a suivi Peggy Ouedraogo pour nous. À cette assemblée venue nombreuse, l'Organisation internationale de la francophonie a tenu à réaffirmer son engagement pour le cinéma et l'audiovisuel. D'où le thème de cette conférence qui place l'OIF comme acteur de la coopération culturelle internationale au service du cinéma africain. Il y a aussi un élan que je voulais porter dans un contexte difficile pour le cinéma africain, un contexte de modernité, d'accompagnement auprès des professionnels, parce que nous avons bien senti pendant ces 2 jours de débat lors du colloque beaucoup d'inquiétudes, quelquefois du découragement et une nécessaire mobilisation de tous les acteurs autour, au chevet, mais cette expression voudrait dire que le cinéma africain est malade, mais en tout cas, toutes les attentions que nous devons porter à la renaissance et au renforcement du cinéma africain, je dirais même plus panafricain.
L'un des outils derniers nés de la francophonie est justement destiné à devenir un des leviers de la renaissance du cinéma africain. Il s'agit du Fonds panafricain pour le cinéma et l'audiovisuel. Et le site www.imagefrancophone.org, qui parie sur le cinéma et les images du Sud, se place comme un portail incontournable et une source riche d'informations utiles pour les professionnels du 7e art. Le FESPACO 2013 a déroulé le tapis rouge au Gabon, une occasion de rendre hommage au cinéma gabonais qui souffle ses 50 bougies. Le ministre gabonais de l'économie numérique, de la communication et des postes est sur notre plateau pour parler de la présence de son pays à cette fête du cinéma africain. Bonsoir, monsieur le ministre. Madame, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du 20h de la télévision du Burkina. J'en suis une fois encore honoré. Merci. Alors, à 48 heures de la clôture du FESPACO, comment vous appréciez l'ambiance en général de cette 23e édition? Oui, permettez-moi d'abord, au nom de Madame la Première Dame du Gabon, de remercier son Excellence Monsieur Blaise Compaoré, président de la République du Faso et président du Conseil des ministres, et ainsi que Madame Compaoré pour l'accueil, pour l'hospitalité dont notre délégation a fait part, et remercier également mon ami ministre de la Culture et du Tourisme du Faso, qui d'ailleurs a pu me laisser présider la cérémonie de clôture du colloque des techniciens. Et je voudrais également féliciter le délégué général du FESPACO qui a de main de maître dirigé cette cérémonie. Je crois que c'est un hommage qui doit être rendu. Alors, merci en tout cas, monsieur le ministre, d'être présent ce soir. Oui. Comme je vous le demandais, quelle est votre réaction par rapport à l'ambiance générale de ce FESPACO qui tire vers sa fin? C'était un bon rendez-vous du donner et du recevoir. Nous sommes venus nombreux, nous sommes venus une soixantaine, et dans tous les domaines de compétences du corps du cinéma, nous sommes venus échanger avec nos frères présents à ce 23e FESPACO pour savoir ce que l'on pouvait tirer de bon et repartir chez nous pour préparer cette fois-ci le 24e FESPACO. Nous sommes honorés d'avoir été placés pays invité d'honneur, et je crois que le Gabon, le chef de l'État lui-même m'a demandé de continuer à rester au cours de ces FESPACO jusqu'à la fin des travaux pour justement justifier l'honneur qui nous a été fait d'être invité spécial à ce... Ok, le Gabon, pays invité d'honneur, qu'est-ce que vous avez proposé à cette édition du FESPACO? Nous avons amené 5 films. 5 films en compétition, mais une dizaine de films hors compétition, pour que nos techniciens, nos spécialistes du cinéma puissent voir dans quelles conditions les choses se passent. Et il ne faut pas seulement que nous prenions le FESPACO comme un lieu où on vient compétir, c'est un lieu vraiment du donner et du recevoir, et nous pensons que c'était intéressant que même les cinéastes qui n'ont pas, les producteurs qui n'ont pas été retenus viennent au FESPACO pour pouvoir échanger. Et je crois que la mayonnaise a prise et nous sommes contents d'avoir été invités, et nous allons repartir enrichis d'une expérience nouvelle. Alors le FESPACO a également été une tribune pour mener la réflexion autour de l'avenir du cinéma africain. Le débat s'est beaucoup mené sur le numérique qui devrait servir pour le cinéma et les métiers de l'audiovisuel, en tout cas durant toute cette édition du FESPACO. En tant que premier responsable de ce département au Gabon, quelle est votre réaction sur le sujet? Nous devons tous changer, nous devons tous migrer. Nous ne pouvons plus nous comporter comme par le passé. La technologie change, nous également en Afrique, nous devons également changer. Nous ne pouvons plus nous permettre de tourner avec les technologies du passé, l'analogique. Nous sommes obligés de migrer vers les nouvelles technologies de tournage. Et là, le Gabon a pu indiquer à ses pairs pendant ce FESPACO que nous avons pris des options de politique économique, de politique publique importantes au niveau du Gabon. Nous sommes ancrés dans une politique de numérisation de nos chaînes de télé, mais également dans une politique de numérisation de notre système de cinéma. Et c'est à ce titre que nous avons pris des options nécessaires en matière de formation, en matière d'amélioration des structures et en matière de multiplication des lieux de diffusion dans notre pays. Alors, les cinéastes, en tout cas à Ouagadougou, ont souhaité que des décisions politiques soient enfin prises en faveur du cinéma.
Et vous, dans votre pays, quelles sont les politiques publiques en matière du cinéma? Qu'est-ce que le gouvernement gabonais investit dans le cinéma? Nous sommes tout à fait à l'aise avec les décisions qui ont été prises par les techniciens et les propositions de décisions qui ont été prises par les techniciens au niveau du FESPACO. Nous sommes déjà dans cette dynamique. Les techniciens ont souhaité avoir une liberté d'expression dans leurs films. Nous sommes dans cet aspect au niveau du Gabon. Ils ont souhaité qu'il y ait des fonds nécessaires pour encourager les producteurs. Eh bien, au Gabon, nous sommes en train de créer un fonds d'aide à l'audiovisuel, à l'assistance à l'audiovisuel, et ce fonds va permettre de booster les producteurs locaux pour leur donner l'occasion de produire des films aux normes internationales. Nous sommes persuadés que si nous voulons aller dans la cour des grands, il ne faut pas mettre les petits plats. Il faut absolument mettre les moyens nécessaires pour que, au niveau du Gabon, au niveau de l'Afrique, des films qui soient produits soient aux normes internationales. Il faut une qualité de lumière, une qualité d'éclairage, une qualité de son, une qualité de la captation qui nous permettent d'avoir avec cela un niveau de langage soutenu pour que nous puissions avoir des films de qualité. Bien sûr, nous avons nos spécificités africaines, nous avons nos spécificités locales qui ne sont pas européennes ou américaines. Mais ils doivent être restitués. Notre culture, notre savoir-être doit être restitué avec de nouvelles technologies. Et à l'issue de ce colloque, on vous a entendu à mettre les cinéastes, en tout cas les réalisateurs, les professionnels du 7e art face à leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? C'est-à-dire que l'État doit jouer un rôle fondamental, celui d'encadrer la profession. Il doit s'occuper de la formation, il doit s'occuper de la promotion une fois que les films sont réalisés, mais les producteurs eux-mêmes doivent se prendre en charge. Dans quel sens? On ne peut pas, dans un pays comme le Burkina Faso ou bien comme le Gabon, avoir une multitude de petits producteurs indépendants qui se rivalisent les uns les autres. Personne n'y gagne. Il faut absolument que ces producteurs se regroupent en entreprises de production, en compagnie de production, capables de, par une mutualisation des moyens, capables de produire des œuvres d'une valeur importante. On ne peut plus, au prix où coûtent les équipements, pris séparément, les uns seront forcément faibles. Or, groupés, on peut plus facilement donner une caméra de haute technologie à un groupe qu'essayer de leur donner à chacun des outils de production. C'est pour cela que nous leur demandons d'avoir une volonté de se concentrer, de faire des Hollywood, de faire des véritables compagnies nationales ou bien privées, mais de production, et auquel cas, maintenant, l'État viendra aider ces sociétés pour qu'elles puissent produire leurs œuvres dans le cadre de leur indépendance. Et c'est à ce prix, on imagine qu'on peut parvenir à l'émergence de cette industrie du cinéma qui est tant souhaitée, tant attendue en Afrique. Ça passe par là. Vous savez que le film est un outil de communication, un outil de propagande important. Lorsque un réalisateur commence son film, au début, il est à lui. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il va faire avec son équipe. Mais lorsque le film prend de l'ampleur et lorsque le film commence à donner, à prendre la valeur, le film devient national. Et là, l'État intervient pour accompagner le producteur et essayer de l'amener dans toutes les instances possibles pour pouvoir avoir cette reconnaissance au niveau international. Et c'est là que ça devient intéressant parce que nous sommes tous liés. Le producteur a besoin de se faire de l'argent, mais l'État aussi a besoin d'accompagner ces producteurs pour que nous tous, nous soyons vus en international. Mais pour être vus en international, il faut respecter les règles de production, les règles de distribution. Et c'est là que nous souhaitons qu'il y ait une forme un partenariat public-privé entre les producteurs indépendants et l'État. Alors, un dernier mot, monsieur le ministre du cinéma gabonais qui a un demi-siècle d'existence déjà. Quelles sont les perspectives pour votre cinéma? Nous allons fondamentalement revoir la chose. C'est vrai que notre premier film date de 2 années après les indépendances et nous avons commencé à faire ce premier film. Et aujourd'hui, nous avons nos 50 ans, l'année passée, mais le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, souhaite que le monde du cinéma soit revu de fait en comble. Nous avons besoin d'envisager une formation de nos producteurs pour qu'ils puissent être au courant des nouvelles technologies de tournage. Nous avons besoin d'implémenter au niveau national des nouvelles salles de production pour que
une diffusion intérieure soit plus accélérée et soit plus réalisée. Nous avons également au niveau donc du financement de toutes ces œuvres la nécessité de faire ce fonds d'aide à la production audiovisuelle. Mais nous souhaitons qu'il y ait des partenariats avec l'État gabonais pour qu'il y ait une demande soutenue des chaînes de télévision pour que les producteurs indépendants réalisent des œuvres qui soient diffusées par nos chaînes et partagées avec les chaînes sous-régionales. C'est à ce prix que nous pourrons tirer vers le haut les positions visuelles pour que le 7e art qu'est le cinéma soit en adéquation avec le 8e art qu'est le cinéma de télé. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau, en tout cas pour nous parler du cinéma gabonais et de la présence du Gabon au FESPACO 2013. Vous restez avec nous pour un dernier tour dans les salles obscures de Ouagadougou. Aujourd'hui, en Wolof, c'est le film que le réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis présente au FESPACO pour la compétition dans la catégorie long métrage. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre sur cette terre, que feriez-vous? Le héros de Tay, lui, a décidé de parcourir les rues de son passé. Kadi Sanogo nous raconte le film. Qui signifie aujourd'hui en Wolof est le titre du long métrage du cinéaste sénégalais Alain Gomis. Cette fiction raconte la dernière journée de la vie d'un homme qui sait qu'il va mourir le soir. Il entreprend de parcourir les rues de son passé à Dakar. Tour à tour, il visite la maison de ses parents, son premier amour, ses amis d'enfance, avant de se réfugier auprès de sa femme et de ses enfants. Le message de ce film, c'est de vivre le présent. Il faut profiter de l'instant présent, car rien ne nous est dû ici-bas. Chacun peut se projeter dans cette situation. Qu'est-ce que je ferais si jamais j'avais encore une seule journée à vivre, quoi. Se réconcilier avec les gens qu'on aime, repasser sur les instants importants de sa vie et essayer d'accepter ce qui paraît difficile à accepter du prime abord, quoi. Ce film philosophique est un peu différent des films que les Africains ont l'habitude de voir. Mais il peut être compris par chacun. Les avis sont partagés. On n'a absolument rien compris par rapport au premier film, oui. Le premier film, lui, quand même, c'était bien. Voilà. Et c'est à féliciter. Mais le deuxième film, là, Tay, là, le film sénégalais, là, vraiment, on n'a rien compris. En fait, moi, je n'ai rien compris. Hein. Je n'ai rien compris du film. Comment vous n'avez rien compris? Je ne m'attendais pas à ce film-là. Normalement, on n'est pas au courant de sa mort. Et voilà, maintenant, toute la famille, le voisinage, la ville, en fait, a vécu sa mort prochaine. Donc, je le considère, ce film, comme un vrai poème. La poésie, l'esthétisme, le côté très visuel du film, c'était très touchant et il y avait beaucoup d'émotions. Je trouve qu'il a fait un très beau film. Le réalisateur Alain Gomis, qui est à la conquête de l'étalon d'or de Nyenenga, est à son 3e film. Son 2e film, La France, avait obtenu le prix Oumarou Ganda au FESPACO 2001. Voilà, et trouver un producteur pour la réalisation des projets, un parcours de combattant pour les cinéastes. Guillaume Poulterac cherche au FESPACO un producteur burkinabé pour un film sur la troupe Bonogo, une troupe bien connue chez nous pour avoir révélé de nombreux chorégraphes. Et ce n'est pas gagné pour lui. Eleonore Yerbanga a rencontré le réalisateur sur sa démarche. Voici ce qui reste de la prestigieuse troupe Bonogo. La troupe de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou qui fut sacrée artiste du peuple dans les années 70. Elle a également participé à des activités internationales telles les Jeux Olympiques d'Atlanta au Brésil. Bonogo a été aussi le point de départ de plusieurs artistes comme Salia Sanou. Après 15 années de silence, la troupe veut faire son grand retour pour la Semaine nationale de la culture Bobo 2014. Et c'est ce jeune réalisateur français qui ambitionne de retracer l'histoire de cette troupe dans un film documentaire intitulé Le Poulet Mobilette. Je veux porter à la fois un témoignage à cette troupe qui est un patrimoine historique au niveau de la danse ici au Burkina, parce que depuis l'indépendance, c'est une troupe qui a commencé depuis la fin des années 60 en fait, à développer et inspirer des nouvelles façons de danser, qui a voyagé dans toute l'Afrique, dans le monde entier avec sa danse, et qui est tombée dans l'oubli depuis une petite quinzaine d'années parce que c'est une troupe qui est confrontée un peu à sa propre réalité en fait, d'être des petits ouvriers la journée
qui dansent le soir par passion, quoi. Et c'est vrai que bon, l'état du monde a fait que la situation est de plus en plus difficile pour les ouvriers comme ça, et qu'il y a eu des petits découragements qui fait que bon, on a un peu oublié Bonogo, alors qu'il continue toujours à répéter sur cette dalle de répétition. L'idée est de relancer la troupe avec une nouvelle chorégraphie contemporaine, avec en ligne de mire la première place à l'édition de 2014. Moi, je veux que nous partions, qu'on nous valorise de l'intérieur, et non pas nous valoriser de l'extérieur pour dire, comme à l'extérieur on a parlé de lui, là, donc il est bon. Non, que d'ici, qu'on nous valorise de l'extérieur, de l'intérieur. Et là, je suis content. Et Guillaume Poultorak profite de cette 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou pour trouver des producteurs burkinabés pour la mise en œuvre de son projet. C'est un projet franco-burkinabé sous tous ses aspects. Je suis en recherche d'une coproduction franco-burkinabé, donc je suis venu chercher des partenaires burkinabés. Il y a un intérêt sincère qui se manifeste parce que, comme je vous le disais, c'est un nouveau projet, une nouvelle esthétique de film, une nouvelle troupe et on sent que ça peut mettre un dynamisme. Il s'agira donc pour les producteurs burkinabés d'assurer le financement de la partie technique de cette réalisation qui s'élève à près de 300 000 francs CFA. Ce que j'attends des producteurs burkinabés, c'est de couvrir en fait les frais techniques. Donc tout ce qui est le matériel technique et les techniciens. La production française devrait prendre en charge la post-production et le financement de la réalisation, enfin des réalisateurs et des droits d'auteur. La troupe Bonogo voit en cette perche qui lui est tendue une véritable occasion de relancer la troupe, voire d'obtenir le premier prix en danse à la prochaine SNC et effacer l'échec de l'édition 92 où la troupe avait été classée avant-dernière. Le FESPACO, c'est aussi le rendez-vous des écoles de cinéma et de l'audiovisuel. L'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication du Niger au FESPACO avec 2 films en compétition dans la catégorie film des écoles ne compte pas faire piètre figure à Ouagadougou cette année. Sié Sylvestre Da nous en parle. Ces visiteurs des matins de la télévision du Burkina forment la délégation de l'IFTIC, l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication du Niger. Avec 28 personnes, l'IFTIC est à Ouagadougou dans le cadre de la 23e édition du FESPACO avec 2 films en compétition dans la catégorie film des écoles de formation et aussi pour d'autres raisons. Nous venons également participer à la fenêtre ouverte des écoles de formation professionnelle, des écoles de cinéma. Et enfin, nous venons également pour participer à la rencontre des différents directeurs des centres de formation professionnelle des écoles de cinéma, avec lesquels nous avions ensemble décidé effectivement déjà de créer un cadre de concertation quasiment panafricain, mais essentiellement francophone, pour effectivement partager à la fois les ressources humaines, les ressources académiques, les ressources matérielles et éventuellement la même démarche, l'harmonisation de ces curricula de manière à enseigner les mêmes matières aux étudiants, qu'ils soient au Bénin, qu'ils soient au Niger, qu'ils soient au Burkina Faso ou qu'ils soient partout ailleurs. Et c'est donc avec intérêt que Abdoulaye Kamed et sa délégation ont visité les installations techniques de la Nationale de l'image et du son. J'ai noté avec également un certain intérêt que l'on s'achemine vers la numérisation qui est quasiment obligatoire. Pour l'essentiel, la diffusion s'est faite en analogique encore. Et il est grand temps effectivement que nos 2 pays se mettent ensemble leurs efforts et leur intelligence pour envisager la numérisation à l'échelle de 2015. L'IFTIC, faut-il le rappeler, est au Niger ce qu'est l'ISTIC, l'Institut de sciences et techniques de l'information et de la communication au Burkina Faso, une école de formation d'hommes et de femmes des médias créée depuis 1977 et qui ambitionne aujourd'hui de devenir une structure sous-régionale. Nous disposons de pratiquement 4 filières. Filière journalisme, tout genre de journalisme, filière production-réalisation, tout genre de production, de réalisation audiovisuelle notamment. Nous disposons de la filière technique, technico-artistique et informatique. Nous disposons enfin de la filière que nous appelons CID, Sciences de l'information documentaire. À la suite de la télévision nationale, la délégation nigérienne prévoit visiter la radio nationale ainsi que différents médias selon que son agenda le permettra. C'est tout pour les échos du FESPACO dans notre journal.
Autre point de l'actualité, ça y est, Benoît XVI a quitté officiellement ses charges pontificales tout à l'heure. Élu pape en 2005, il a annoncé le 11 février dernier sa démission pour raison de santé. Le souverain pontife a fait ses adieux tout à l'heure aux cardinaux et un dernier salut aux fidèles avant de se retirer à la résidence d'été des papes. C'est une autre page donc qui se referme sur l'histoire du Vatican. Une rencontre internationale sur le pastoralisme qui regroupe des pasteurs de 8 pays d'Afrique. Pasteurs et éleveurs vont cette année poser la question de la taxation et l'accès des transhumants aux ressources naturelles sur la table des débats. Nyarkiteda nous parle de cette rencontre. Un décor de pasteurs à Compiègne pour une rencontre internationale sur la transhumance. C'est la 7e fois que ces éleveurs et pasteurs de la sous-région se rencontrent pour discuter des problèmes liés à l'élevage et de leur tradition de transhumance. Car de plus en plus, des difficultés naissent de ces déplacements annuels. Les éleveurs se plaignent des occupations anarchiques des couloirs de transhumance, alors que les agriculteurs les accusent de dévaster des champs sur leur parcours. Et pourtant, la transhumance est un trait culturel, mais aussi une nécessité pour la survie, même des troupeaux, surtout dans le nord. Nous allons se retrouver aujourd'hui pour parler de ça avec les vétérinaires qui sont là pour nous accompagner. Et nous allons demander aux éleveurs aussi d'être clairs avec eux quand ils partent, qu'ils partent avec leurs papiers clairs dans les régions pour qu'on puisse les aider. Les éleveurs et pasteurs vont discuter de la taxation des ressources naturelles par les communes. C'est un phénomène nouveau qui influence aussi le travail des pasteurs dans leur déplacement. Trop de taxes tue la taxe. Vous êtes des éleveurs, c'est dans un contexte où ils se déplacent beaucoup. Vous pouvez avoir un éleveur qui quitte l'extrême nord du Burkina, qui traverse tout le Burkina du nord au sud et qui se retrouve au Togo. Et en ce moment-ci, dans chaque commune, il doit payer une taxe pour avoir accès aux ressources pastorales. Et en fin de compte, tu trouveras qu'il aura dépensé 2 ou 3 animaux pour accéder aux ressources pastorales. Il s'agira pour les pasteurs des 8 pays participants d'examiner la réglementation sous-régionale sur l'accès aux ressources naturelles et de voir leur compatibilité avec leur métier. C'est là afin de faire des recommandations aux décideurs représentés par le gouverneur de la région de l'Est. Les résultats seront transmis à qui de droit pour décision à prendre. Mais je pense que la décision sera rapidement prise pour permettre à nos éleveurs d'aller de l'avant. En attendant, ce parc de vaccination est inauguré à l'intention des pasteurs burkinabés et nigériens en transhumance vers le Togo et le Bénin afin de leur permettre d'être en règle. Les 3 jours permettront également aux participants de revisiter et de valoriser la culture nomade à travers des spectacles et des expositions. Sport pour terminer, Sidi Napon n'est plus entraîneur adjoint des étalons. Il a désormais pour mission de conduire les étalons juniors. C'est l'information majeure de ce jour à la Fédération burkinabé de football. Dalbert Kabouré, lui, a été reconduit à son poste de manager général du 11 national. La Fédération burkinabé de football était face à la presse au sujet de cette réorganisation. David Kafando, Lassina Sawadogo. Je voudrais porter à votre connaissance 2 informations qui concernent l'encadrement technique des étalons. Il s'agit du redéploiement de l'entraîneur adjoint Sidi Napon et du non-renouvellement du contrat du manager général Golbert Kabouré. Ce sont les informations majeures de cette conférence de presse. La Coupe d'Afrique des Nations et le titre de vice-champion n'auront pas fait que des heureux. À couteau tiré avec Paul Pout depuis la prise de fonction, le technicien belge en position de force a exprimé son incapacité à travailler avec Sidi Napon. C'est de notoriété publique qu'il y avait de petits problèmes au sein du groupe entre l'entraîneur et son adjoint. Nous avons, au niveau de la fédération, tout fait. Nous avons rencontré, il y a eu plusieurs rencontres avec l'entraîneur et son adjoint pour aplanir les divergences. Nous avons dit de tout faire. Nous aurions pu prendre la décision avant, mais nous avions dit que prendre la décision avant risquait d'avoir des répercussions négatives sur le groupe. Donc, nous avons concilié ce qu'on pouvait concilier pour qu'on aille sereinement à la Coupe d'Afrique. Et il reste entendu que la décision, nous avions demandé à l'entraîneur national, au retour, nous allions faire un point. Et comme je vous l'ai dit, l'entraîneur national a fait son rapport et il est revenu, bien entendu, sur le constat d'impossibilité à son niveau
de continuer à travailler avec son adjoint. Le désormais ex-entraîneur adjoint des étalons seniors sera l'entraîneur des étalons juniors. Autre victime post-CAN, Golbert Kaboré, le manager général, en plus d'avoir été royalement ignoré au moment de la décoration des héros de l'Afrique du Sud, son contrat ne sera pas renouvelé. Je l'ai dit tantôt, en ce qui concerne le manager général, et je dois profiter de dire que l'intitulé même de ce poste va changer. On ne parlera plus de manager général, mais on va revenir à une appellation plus classique d'intendant de l'équipe. Et ça, c'est des réorganisations. Et c'est lui qui détenait le poste. Nous avons décidé de ne pas renouveler son contrat parce que lorsque il a un contrat renouvelable, c'est ce qui est dit, un contrat de 6 mois renouvelable par tacite reconduction. La FBF a recruté par le biais de la FIFA un responsable en marketing et en communication à la personne de Roch Olivier Tiendrebego. La subvention des clubs des 2-1 passera pour cette saison à 5 millions de francs CFA. Une partie des retombées de la CAN sera par ailleurs distribuée aux clubs de notre pays. Voilà, comme vous l'aurez rectifié, le mandat de Golbert Kaboré comme manager général des étalons n'a pas été renouvelé. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes sur la télévision de Burkina. À demain.